Salut à tous et bienvenue dans One Shot, série spéciale d'interview pour Vapexpo 2019. On est avec Anne Borgne. Bonjour. Incroyable. Bonjour. On a réussi à avoir Anne Borgne sur One Shot. Vous m'avez coincé sur un stand. Voilà, on l'a eu. On l'a eu en embuscade. Bonjour Anne Borgne. Bonjour. Merci de rejoindre notre plateau. Eh ben, je vous en prie, je suis ravie d'avoir cette occasion. Eh ben, nous aussi, on est ravis. C'est vraiment cool. Donc Anne Borgne, présidente du RESPAD. Voilà, donc qui est militante dans la vape depuis très longtemps. On était en train d'en parler juste avant de commencer l'émission. 2014. 2014. Et le début du RESPAD, c'est quand? Le RESPAD 96. 96, ah ouais. Ah oui, vous êtes dans la lutte contre le tabagisme depuis un petit moment alors. Oui, parce que j'étais dans les membres fondateurs du RESPAD, qui était le réseau Pétale sans tabac en 96 et qui est devenu RESPAD. Ah ouais. Voilà, et je le préside depuis 2007. Ok, donc on doit vous appeler maman ou on fait comment là? Merci, c'est sympa. Je vais pas vous dire que vous pouvez m'appeler grand-mère, mais je suis grand-mère, j'ai 3 petits-enfants. D'accord. J'aurais bien aimé qu'elle revienne. Hein. Bah ouais, non mais c'est sympa. Nous on fait ça, on a l'impression de faire ça depuis longtemps, mais vous êtes dans la prévention depuis pas mal d'années, donc beaucoup d'actions pour aider les gens à arrêter de fumer. On va parler un petit peu plus tard de l'actu du RESPAD, mais ça m'intéresse un peu ce parcours dans la prévention et surtout ce que ça a changé, ce que l'arrivée de la vape a changé dans votre méthode au RESPAD par rapport à avant en fait. Alors, il y a à la fois le RESPAD, mon action dans le RESPAD, et il y a aussi ma pratique de clinicienne qui est dans un XAPA, un centre d'accompagnement et de prévention des addictions. Donc, je vois des patients qui viennent pour le tabac, l'alcool, d'autres produits, héroïne, cocaïne, etc. Et donc, moi, j'ai commencé en tabaco en 1989. Vous voyez, vous allez pouvoir m'appeler mamie dans pas longtemps. Voilà, en 89. J'avais 10 ans. Voilà. Alors, en 89, j'étais un très jeune médecin. Quand même. Voilà, je débutais. Et donc, à l'époque, il y avait pas grand-chose pour arrêter de fumer, c'est-à-dire que c'était la sortie des premières gommes nicotine. Donc moi, j'ai fait de la mésothérapie, j'ai piqué les gens dans le nez, dans l'oreille, je leur donnais des médicaments pour le stress quand ils avaient des syndromes de manque nicotinique et qu'ils étaient agressifs, irritables quand ils arrêtaient de fumer. Puis après, il y a eu les gommes. Alors les premières gommes, en plus, vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, mais elles étaient dures, elles étaient que en goût nicotine et elles étaient que en 2 mg, c'est-à-dire pas très fortement dosées. Ouais. Après, il y a eu les patchs, et après, il y a eu plein de formes de nicotine qui sont sorties. Après, il y a eu 2 médicaments, donc qui ont été sur le marché, dont un qu'on n'utilise plus, le deuxième un peu plus. Et donc, l'arrivée de la vape en 2012, on a commencé à la voir arriver, vendue par Internet, les premières boutiques qui remplaçaient les boutiques de téléphone. Là. Il y avait un téléphone la veille et le lendemain. On remplaçait ou... La légende est vraie. Juste, on changeait la déco, c'est ça, et voilà, on changeait le matériel dedans, mais c'était les mêmes vendeurs. Beaucoup sont revenus téléphone immobile après. D'accord, c'est possible. Moi, j'en viens de la téléphonie mobile. Alors, je prends. C'est vrai en plus. Pour de bon, avant de faire de la vape. T'as pas vendu de la vape. T'as promu la vape. Ouais, j'ai promu la vape, mais je venais de là avant de quand j'ai arrêté. Ah bah oui, mon exemple était bon. Non, mais c'est vrai, il y en a plein. C'est vrai. Et donc en fait, moi, je suis médecin, donc j'accompagne ce que j'appelle des patients, mais qui sont des usagers d'un produit, parce qu'ils ne sont pas forcément malades quand ils ont des usages qui ne sont pas problématiques, même si le tabac, c'est toujours un usage problématique, parce que ça entraîne toujours des risques pour la santé. Mais donc du coup, comme beaucoup de mes collègues, j'ai vu arriver la vape comme c'est quoi ce truc, d'où ça vient, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, etc. Et donc j'ai eu quelques temps de balbutiement, de ne pas savoir quelle était ma position de professionnel de santé, et si je pouvais la recommander ou pas. Et en fait, très rapidement quand même, moi ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu se constituer les communautés d'utilisateurs, j'ai vu mes patients que j'accompagnais s'emparer de la vape et me dire je ne fume plus, je vape, etc. Et donc je me suis dit mais ce truc fonctionne. Enfin voilà, donc alors moi dans mon métier je suis obligée d'avoir la preuve de la science, enfin ou en tout cas l'assurance que un produit utilisé n'est pas dangereux. Mais aujourd'hui vous avez toujours des tabacologues qui sont anti-vape et moi je fais partie de cette génération et je suis pas la seule, mais de tabacologues addictologues qui a rapidement accepté que la vape était un outil que j'utilise tout en vraiment laissant et en promouvant. Ah bah si, je l'ai dit quand même. Bravo. Voilà, on a réussi à le placer. On ne sait pas que si ça se dit comme ça, voilà. Je promeux, je fais la promotion. Je fais la promotion que la vape ne doit pas être un médicament et la vape ne doit pas être réservée aux professionnels de santé. Au contraire, ça doit rester un produit vendu dans des boutiques avec des gens qui vont aller l'utiliser soi-même, faire 50 000 expériences. Et pour quelle raison ? Pour quelle raison ? J'ai la réponse, mais je vous la pose.
Pour quelle raison? C'est que si on restreint aux professionnels de santé, d'abord, c'est pas forcément leur métier de faire que ça, et ça va restreindre l'accès aux produits, et ça va empêcher tous ces gens qui, en faisant des essais, et on sait bien parmi les vapoteurs, il y a plein de gens qui ont essayé la vape, c'était pas dans l'objectif d'arrêter de fumer, mais que finalement ils ont arrêté de fumer et qui se sont mis à vaper. Donc c'est ça qu'il faut continuer à défendre. Ouais. Et puis ça met un blocage psychologique chez les gens aussi. Dans le fait de l'arrêt du tabac, c'est beaucoup plus simple d'aller sur un produit qui va être en vente libre que d'aller dans une pharmacie où on se dit voilà, j'ai une maladie, il faut que je me soigne. Tout à fait. Donc l'acceptation est complètement différente aussi sur ce sujet-là pour le patient. Ça ne l'aide pas forcément justement à franchir le pas encore plus facilement. Ah, complètement, je suis complètement d'accord. Et il y a plein de fumeurs qui ne considèrent pas qu'ils sont malades parce qu'ils fument. Oui. Alors, ils ont une addiction, si on fait une dépendance, est-ce que la dépendance est une maladie ou pas? En tout cas, il y a énormément de fumeurs qui ne veulent pas aller voir un professionnel de santé pour arrêter de fumer. Et heureusement, parce qu'on n'est pas assez nombreux. On ne peut pas avoir tous les fumeurs. Oui, clairement. Il faudrait embaucher un petit peu du monde, mais c'est assez intéressant de remarquer que vous n'avez pas eu la même inertie que certains de vos collègues là-dessus. Je ne sais plus avec qui j'en parlais. Je crois que c'est avec Monsieur Rousseau au sommet de la vape, qui me disait que, en effet, pas mal de gens dans ce métier, c'en est un, mais voilà, dans la prévention et dans l'aide, ont développé un certain nombre de méthodes pour aider les gens à arrêter de fumer et restent réfractaires à toute forme de progression parce que simplement c'est leur méthode, c'est leur façon de travailler, pour eux ça marche comme ça et il n'y a pas besoin de rajouter d'autres trucs, on sait comment ça marche le tabac et c'est comme ça et on change pas. Et c'est intéressant de voir quand même que c'est pas dans One Shot on parle souvent de ça, de cette inertie et que c'est un problème parce qu'on laisse les gens dans le tabagisme pendant qu'on est en train de se tourner les pouces à se demander si on est en train de faire le bon choix ou pas. Et c'est bien de voir que vous avez adopté ça, que vous avez été rapide là-dessus. Avant, d'ailleurs... De toute façon, maintenant, en 2013 ou 2014, on n'avait pas énormément de recul scientifique sur l'utilisation de la vape. Aujourd'hui, en 2019, il y a eu 10 fois plus d'études que par rapport à 2013. Et donc, même si on ne sait pas ce que donne vaper pendant 40 ans de vie, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas suivi des vapoteurs pendant 40 ans. Ce qu'on sait, c'est ce qu'on gagne tout de suite. Et ce qu'on gagne immédiatement, c'est d'arrêter d'absorber les produits de combustion. Enfin, je pense que tous ceux qui vous écoutent et nous regardent le savent. Et que les effets bénéfiques pour la santé, ils sont maintenant. Donc, même si on n'est pas dans l'idéal de plus aucun produit, pas d'alcool, pas de tabac, pas de cannabis, pas de mauvaise alimentation, du sport tout le temps, etc., en vapant, peut-être qu'il y a une toute petite prise de risque. On est dans ce qu'on appelle la réduction des risques. Et en matière d'addictologie, la réduction des risques, c'est un pan de nos actions extrêmement important. Ouais. On commence par là avant l'élimination des risques. En fait. Exactement. Voilà, c'est le premier pas, quoi. On va parler un peu de l'activité du Respad, enfin en tout cas de son actualité, parce que vous avez une actualité assez chargée au Respad. Tout le temps, oui. Ça ne s'arrête jamais au Respad. Ouais, c'est clair. Je salue mon directeur Nicolas Bonnet. Voilà. Donc, qui est pas là en fait, il est pas sur le salon. Non, on se partage les tâches un peu. D'accord, ok, très bien. Donc Respad. Nouvelle action, c'est dans les prisons. Donc voilà, en collaboration avec la Vape du Cœur, c'est ça? Tout à fait. On a obtenu dans le cadre de l'appel à projet avec les fonds du Fonds national de lutte contre le tabac, du nouveau plan national de lutte contre le tabac 2018-2022. Il y a eu un appel à projet national où le Respad a eu la coordination nationale de la stratégie lieu de santé sans tabac. Alors j'en parle parce que ça a quand même un lien avec la Vape. C'est que dans la stratégie lieu de santé sans tabac, il y a des actions pour qu'on ne fume plus dans les hôpitaux, de formation des professionnels, d'accompagnement des professionnels et des patients qui sont dans ces établissements à l'arrêt du tabac, et qu'on promeut également encore la vape dans tous nos outils et dans nos stratégies. Donc mais c'est pas de ça que vous vouliez que je parle, mais c'est pas grave. Mais allez-y. J'ai le micro, j'en fais ce que je veux. Exactement. Et on adore les digressions dans c'est l'esprit One Shot, vous êtes totalement dans l'esprit de l'émission, c'est cool. Bon. Et donc vous vouliez que je parle de l'autre appel à projet, donc ça c'est par l'Agence régionale de santé Île-de-France. On a répondu à l'appel à projet récent là, et donc on a obtenu un financement pour faire une étude sur la vape dans les maisons d'arrêt, donc en Île-de-France, comme ça a été fait déjà à Caen, à la maison d'arrêt. Je ne sais pas si c'est une maison d'arrêt ou un centre de détention, enfin il y a différents... Il faudrait que Stéphane soit là pour nous le dire. Voilà, donc c'est une prison à Caen qu'il a déjà expérimenté, et donc nous, on a demandé donc ce financement qu'on a obtenu dans le cadre de cet appel à projet, et on avait prévu de le faire dans 7 établissements pénitentiaires d'Île-de-France, et en fait le budget ne permet de le faire que dans 3.
Et donc ça va démarrer, c'est en partenariat avec la VAP du Cœur pour mettre à disposition leur expertise, parce qu'en fait le matériel on va l'acheter avec ce... Donc c'est pas la VAP qui va donner du matériel, on va acheter ce matériel, mais on sera accompagné pour faire l'information à la fois auprès des surveillants de prison et auprès des détenus. Il y aura des groupes comme moi je fais dans mon XAPA avec la VAP du Cœur, j'ai un groupe auprès de mes usagers avec Stéphane Papay-Théodorou qui vient une fois par mois et donc ça fait 2 ans et demi qu'on fait ça. J'ai encore discrécé, super. On s'est d'ailleurs rencontrés dans un... Et ben voilà, vous êtes venus à un groupe, fait, voilà, on on continue. On a vu la VAP du Cœur et c'est là qu'on s'est d'ailleurs rendu compte, nous, que la VAP du Cœur, ça avait beaucoup de sens. Pour vous dire, avant de les voir en action, on avait une réflexion de se dire, bon, la VAP du Cœur, c'est sympa, mais c'est pas un besoin primaire non plus. Certes, c'est super de faire arrêter les gens de fumer, mais quelqu'un qui fume peut acheter une VAP. Eh ben non. Et en fait, non. Il y a des gens, ils peuvent pas. Ils peuvent pas parce qu'il faut. Il y a il y a le jour à jour pour avoir un paquet de clopes, un machin, et c'est très dur. Effectivement, collecter ça et y croire en plus, c'est compliqué. Et leur action change complètement la donne parce qu'ils accrochent vraiment les fumeurs et des gens dans des grosses difficultés. Effectivement, c'est pas des gens qu'on attrape dans la rue et à qui on essaie de faire réfléchir. C'est des gens qui ont des problèmes d'addiction de drogue qu'on a vus et des gens qui ont des gros problèmes de santé. Bien sûr. Donc nous, ça nous a ébahis et effectivement, depuis, on pousse à fond dans notre émission VAP du Cœur parce qu'on pense que ça a énormément de sens. Quand vous étiez venu nous voir, on était dans nos premiers groupes, on venait de mettre ça en place, c'était fin 2016, début 2017. C'est ça, exactement. Donc là maintenant on est à 2 ans et demi, donc presque 3 ans de recul de ce groupe mensuel qui a vraiment lieu tout le temps et même on en fait plusieurs dans le mois de novembre, au courant du mois sans tabac on en fait plus qu'un et donc on a vraiment du recul et on voit le nombre d'usagers qu'on a accompagnés et donc on voit bien qu'en effet ils sont précaires. Et quand on est précaire, on n'a pas envie d'investir ne serait-ce que 30 € dans un truc dont on ne sait pas si ça va marcher. L'intérêt, là, c'est d'avoir le matériel donné par la VAP du Cœur, l'expertise de Stéphane. Parce que moi, j'ai appris énormément de choses en faisant ces groupes avec Stéphane en 2 ans et demi. Moi, la VAP, je ne suis pas vapoteuse, donc voilà, je ne connaissais pas très bien. Quand on lit, on apprend des choses, mais d'écouter Stéphane comme ça dans tous ces groupes, de lui poser des questions, d'entendre les questions des usagers, d'entendre les réponses de Stéphane, de voir manipuler le matériel, les liquides, les machins, moi ça m'a appris à utiliser la vape sans être vapoteuse. Je suis une Vous savez refaire un coil sur un Richelieu ou pas du tout. C'est juste. J'ai encore à apprendre. Mais je continue les groupes. Mais je vous jure que chaque nouveau groupe, donc premier lundi du mois, quand on sort de ce groupe, je me dis, mais j'ai encore appris quelque chose aujourd'hui. Ouais. Mais je peux vous dire que Stéphane, il a aussi appris de nous, professionnels de santé. C'est-à-dire qu'on a croisé nos connaissances et c'est ça qui est idéal. C'est tout l'intérêt de faire un travail d'équipe comme ça. Vous avez d'autres projets avec le RESPAD à côté de ce travail d'études dans les prisons ? Alors, on est en train de préparer un programme de formation des professionnels de santé à la VAP. Wow, et voilà. Super. Et justement pour arrêter d'entendre oui, mais on ne sait pas très bien ce que ça donne, oui, on ne sait pas si c'est efficace, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est de la vapeur d'eau. Même si tous les professionnels de santé ne doivent pas devenir des promouveurs. Des promoteurs. Des promoteurs. Ah. J'ai fait exprès. Non, j'ai fait exprès. Ouais, vous avez fait exprès. On a tellement rigolé avec ça. Mon papa était prof de français. Donc, mais je peux faire des fautes quand même. Donc je sais plus ce que je disais du coup. Les faut pas qu'ils deviennent des promoteurs de santé. Exactement, de la vape. Des promoteurs de la vape. On va y arriver. C'est compliqué. Mais au moins que quand quelqu'un leur pose une question, quand un usager leur pose une question sur la vape, qu'ils ne soient pas dans l'opposition en disant on ne sait pas trop, enfin qu'il ne le détourne pas, qu'il ne détourne pas cette personne de son envie d'utiliser la vape. Si on arrive dans ces formations, en fait on va faire des formations de formateurs. Vous savez, ça fait un truc pyramidal et plus on forme de formateurs, plus on va aller former d'autres gens. On ne va pas les transformer en experts, on va juste qu'ils aient la connaissance minimum pour pouvoir en parler. Ouais. Après, si moi par exemple dans mes structures, des structures comme celle dans laquelle je travaille, on a besoin d'être un peu expert, de connaître un peu mieux parce qu'on va accompagner vraiment les gens à la vape. Mais je pense que si l'ensemble des professionnels de santé avaient déjà l'information minimale pour arrêter de détourner les vapoteurs de leur envie de vapoter, ça serait déjà très bien. J'ai juste un exemple, moi là, très récent d'un usager du XAPA qui vient à la vape depuis quasiment le début, donc Stéphane connaît très bien, qui vapait, qui était patché, parce que très très dépendant, donc substitué à haute dose avec des pastilles, des patchs, et qui vapait, et qui avait arrêté de fumer, donc vraiment très bien. Il fait un scanner pulmonaire, il a un emphysème, vous savez, les alvéoles pulmonaires qui se détruisent. Il voit son pneumologue qui lui dit « Ah non, mais vous vapez, mais ça va pas du tout, il faut absolument arrêter de vaper. » Donc il revient me voir entre deux.
Donc difficile pour moi de lui dire que son pneumologue est un con, pardon. Enfin, en tout cas, donc je lui dis. Vous pouvez y aller, vous êtes dans One Shot, c'est bon. Mais je peux pas le dire au patient en tout cas. Que son pneumologue est un con. À vous, je peux le dire le ici. dire, mais voilà. Et donc je lui dis, écoutez, il connaît bien le poumon, mais moi je connais un peu bien la vape quand même. Donc non, c'est pas tout à fait exact. Continuez à vaper. Il va voir son médecin traitant avec le résultat de son scanner qui lui redit la même chose. Oh là là. Et donc là, qu'est-ce qu'il fait? Laisse tomber la vape et il se remet à fumer ses 40 cigarettes par jour. Donc vous voyez, on est dans des situations où le professionnel de santé peut vraiment être délétère sur quelqu'un, même quelqu'un qui a envie de vaper, qui est en train de vaper. Ouais. Il défait votre travail en fait. Et les messages contradictoires, c'est terrible pour les gens. Puis, je suis pas sûr que le médecin qui lui a dit de pas vaper serait ravi de savoir qu'il refume 40 cigarettes. Enfin, il pourrait pas lui dire Mais ils s'en foutent. avec total aplomb, c'est mieux, tu mets 40 cigarettes. Ah, il lui a pas dit que c'était mieux de fumer. Oui, non, Il lui a dit, monsieur, arrêtez de fumer. C'est le coup de Mais Thorndike, ne quoi. vapez pas. Mais c'est ce que font beaucoup de médecins, qui disent il faut que vous arrêtiez de fumer, mais ils ne proposent pas de stratégie. Le problème, c'est qu'on sait bien que l'homme, c'est pas arrêter de fumer. Enfin, l'humain n'a pas envie d'arrêter de fumer. Mais si, vous savez pas que c'est qu'une question de volonté? Ah bah oui, si, je sais. On me l'a dit, mais bon, le problème, c'est qu'on arrive souvent entre quatre planches avant d'avoir mis en œuvre cette stratégie. Mais par contre, vous dites effectivement que les médecins ne devraient pas devenir promoteurs de la vape. En fait, nous, on voit quand même en Angleterre un peu tout le contraire. C'est-à-dire qu'ils ont carrément pris le pli de marquer dans les hôpitaux « Ne fumez plus ». Vaper, vraiment, et c'est écrit sur les murs à l'entrée des hôpitaux. Donc là, pour le coup, ils en font la promotion, même au niveau du gouvernement. Et ça nous semble un accélérateur justement pour dire aux gens n'écoutez pas vos vieux médecins, écoutez plutôt le gouvernement le dit. Il y a des médecins aussi au gouvernement, il y a un ministère qui dit vaper. J'ai pas dit qu'il fallait pas que les médecins deviennent promoteurs. Vous ne vouliez pas les pousser à le devenir. En tout cas, l'objectif de cette formation, déjà, c'est pas de les rendre tous experts et promoteurs de la vape, parce qu'on n'y arrivera pas. C'est déjà qu'ils arrêtent de délivrer des messages contraires. Par contre, s'ils veulent tous devenir promoteurs de la vape, c'est génial. Moi, je fais partie de ce groupe de professionnels qui promouvant. Ah, bien joué, mais si vous l'avez, elle est bonne. Promouvant pas de la vape dans les médias, dans les journaux, dans nos actions, et on essaye vraiment énormément de communiquer dessus. Ouais, bah c'est en tout cas c'est vraiment un bel effort. Je suis vraiment atterré par le nombre d'années depuis lequel vous faites ça. Tu vois pourquoi je voulais le docteur Anne Born dans l'émission Ouais, non mais j'ai l'impression. Non, j'aime pas quand on parle du nombre d'années. Non, mais c'est pas du tout pour l'âge. C'est une question d'avoir. C'est quasiment l'intégralité de votre existence que vous avez dévouée à aider les gens à arrêter de fumer. Et je trouve ça. Enfin, moi c'est ma mission depuis finalement peu d'années en comparaison. Je me suis pas dévoué, c'est mon métier. Voilà, ouais, comme tous les médecins en fait devraient avoir cet objectif. Moi, c'est ce que mon médecin me dit souvent. Je lui dis mais qu'est-ce que tu penses des tabacologues? Il me dit mais tabacologues, tous les médecins sont tabacologues. Il n'existe pas un tabacologue. Il dit moi j'ai fait arrêter 5000 personnes de fumer. À chaque fois que je vois un patient qui fume, je me bats pour qu'il fume pas. Super, génial. Mais vraiment, un bon médecin. Mais vraiment, et pareil, il pousse la vape en disant mais les gens sont des cons. Ils arrêtent de fumer avec ça. Il faut tout de suite y aller. Bien sûr. Et dès 2012, quand on a commencé effectivement à en faire la promotion aussi, il nous a dit mais c'est super. Et il s'est pas posé de questions. Et c'est vrai que nous on dit toujours dans notre émission, on pourra, je pense, chasser les mauvaises pratiques de la vape. En fait, on dit souvent, voilà, le tabac c'est là en termes de risque. La vape c'est par là. Oui, bien sûr. On dit pas qu'on est au sol. On dit que bon, entre là et le sol, il y a sûrement quelque chose, mais on en parlera quand il y aura plus des gens qui fument. C'est le message que je délivre sans arrêt. Parce qu'il ne faut pas dire c'est zéro risque, parce que du coup, comme c'est faux, comme on ne sait pas très bien, vous dénaturez complètement le message. C'est jamais ce qu'on dit en fait. C'est vraiment c'est de la réduction de risque. Après, et toujours comparer la vape au tabac. Bien sûr, et pas la vape à rien. Exactement, parce que là on se fait piéger. Mais alors la vape au tabac, c'est donc ton message est de dire qu'il faut fumer. Vaut mieux fumer. Bah non, vaut mieux rien faire. Oui, mais c'est pas une solution. Rien faire. Mais il y avait une métaphore de Monsieur Donzenberg qui était assez intéressante. L'autoroute. Fumer, c'est rouler en sens inverse sur l'autoroute en excès de vitesse. Et par contre, vapoter, c'est rouler dans le bon sens en étant en léger excès de vitesse. À 140 dans le bon sens. Vous savez, quand on parlait du tabagisme passif, il avait une autre image. Il avait sur une diapo, il avait une piscine. Vous savez, il y avait les zones. Quand on a mis en place la loi E20, on avait le droit d'avoir des zones fumeurs dans les restaurants et des zones non fumeurs, et que tout se mélangeait parce que l'air, surtout la fumée, ça se mélange bien partout. Et donc il avait dessiné une piscine et il avait mis un trait comme ça sur un bord du bassin, dans l'eau, en mettant zone où on a le droit de faire pipi, zone où on n'a pas le droit de faire pipi. C'est du Bertrand Donzenberg. Ouais, mais en vérité,
Les gens iraient pas se baigner dans une piscine comme ça en disant bien sûr. c'est dégueulasse. Mais le fumeur, non, ça se voit moins, donc c'est pas grave. Ouais. J'avais une petite Vas-y. question moi, par rapport aux études justement qui vont être faites au niveau des prisons. Est-ce que ça va donner lieu à des publications de statistiques sur les taux de réussite et des études, on va dire, des publications dans des magazines scientifiques Oui. par la suite, Bien pour sûr. justement avoir vraiment du factuel, parce que de toute façon dans le monde actuel ce qu'on demande c'est des chiffres systématiquement, parce que s'il n'y a pas de chiffres on croit personne, même s'il y a un vrai ressenti, donc voilà, c'était vraiment ça que j'avais comme Ah ouais, idée. l'étude, elle va pas faire comme une étude où on compare un médicament à un placebo ou à rien, parce qu'on va pas comparer à rien, mais on va faire une étude observationnelle de ce qui a fonctionné dans la mise à disposition de ces cigarettes électroniques, de ces vaporeuses et de ces liquides, à la fois aux détenus et à la fois aux surveillants. Et on va voir combien de personnes ont arrêté de fumer. Bien sûr qu'on aura des résultats qui seront publiés. D'abord, c'est des financements publics et on attend des résultats derrière. On nous donne pas de l'argent comme ça, il faut qu'on montre ce qu'on a fait. C'est une superbe occasion de vous recevoir dans quelques mois. Ouais. Vous pourrez venir maintenant, ça va, on n'est plus. Mais je crois que je serai au prochain Vape Expo à Paris. Eh ben, Ah. nous Ça, aussi. c'est génial. Nous aussi, on y sera. Eh ben, rendez-vous là alors. C'est une bonne idée ça. Rendez-vous au prochain Vape Expo alors. On fait Ok, comme ça. D'accord. Merci à vous Anne Borgne d'être Merci venu. à vous. Merci. Et Merci. merci pour votre travail et votre carrière et l'intégralité de votre œuvre. On espère vous recevoir très vite dans One Shot au Évidemment, prochain Vape si Expo. vous avez un quelconque message un jour à passer, n'hésitez pas, vous êtes la bienvenue, vous êtes chez vous. Alors Super, ça c'est clair. merci. La porte est Merci. ouverte en permanence et en grand pour vous, avec un siège libre et un casque. Donc on va